Plus de la moitié de l'humanité y croit. Ce sont des notions qui sont complètement étrangères à notre culture occidentale, qui est à la fois rationaliste et chrétienne. Pourtant, il arrive que chez nous, quelqu'un se découvre une vie antérieure. Et là où ça devient vraiment troublant, c'est quand on en retrouve les preuves dans sa vie présente. C'est ce qui est arrivé à Anne-Marie. L'une des questions fondamentales que se pose l'homme depuis des siècles, l'un des plus grands mystères de la création. Y a-t-il quelque chose après la mort? Des milliards de gens le croient de par le monde. Pour certains, la mort est une fin. Pour d'autres, l'âme survit au corps, et pour d'autres encore, l'âme s'incarne de corps en corps jusqu'à ce qu'elle ait atteint la pureté et la sagesse. C'est le mystère de la réincarnation. Est-il donc possible que nous ayons déjà vécu? Il est certain qu'en Occident, nous voulons essayer de tout prouver et nous essayons de comprendre et de prouver si la réincarnation existe, si la survie existe. Mais d'autre part, il est clair que une grande partie de l'humanité croit en la réincarnation, beaucoup de gens croient en la survie. Et ça, bien sûr, c'est très troublant et ça laisse le mystère entier. Pascale Lafargue, elle, est persuadée que nous avons des vies antérieures. Elle en est persuadée car elle a vécu une aventure étrange. Et cette aventure est pour elle une preuve que la réincarnation existe. Pascale a depuis l'enfance des dons de voyance très prononcés. Mais elle n'en a pas fait son métier. Elle est hôtesse dans une compagnie aérienne. Tout a commencé le 8 mars 1988. Pascale avait alors 28 ans. Et c'est après une journée de travail qu'elle a décidé, certains de ses collègues, à tenter avec elle une curieuse expérience. Pascale veut essayer de voir dans les vies antérieures de l'un d'entre eux. La plus sceptique du groupe, c'est Anne-Marie. Ils essaient tous de la convaincre d'être le cobaye de la séance. Confiance à Pascale? Ça risque là. C'était plutôt par curiosité au départ. Parce qu'on en avait discuté, parce que ça m'intéressait. Et la manière dont elle en parlait m'a poussée à en savoir peut-être un peu plus. Tout en étant très critique et en y croyant, disons, je n'y croyais que, disons, 2%. Alors on va commencer. Anne-Marie a donc essayé de se prêter au jeu. Et Pascale va commencer la séance. Elle va essayer de se concentrer sur Anne-Marie. On va se concentrer donc tous sur Anne-Marie. Voilà, vous allez poser vos mains aussi également, tous. Hein, et on fait le vide pendant quelques secondes et on se concentre tous. Autour de la table, avec Pascale et Anne-Marie, il y a Louisa et Jean-Paul. L'intérêt, c'est d'essayer de démontrer, pas scientifiquement puisqu'on ne peut pas actuellement, mais de démontrer avec des preuves tangibles que ce que l'on voyait ou l'on pouvait voir pouvait être vérifié, et ça le plus près possible, quoi. Anne-Marie n'y croyant pas, c'était un très bon sujet, puisqu'au départ, elle n'allait pas dire amen à tout ce que nous lui disions. On va se lâcher les mains maintenant, hein. Je vais me concentrer. Le contact est pris. Pascale va maintenant se concentrer seule. Louisa et Jean-Paul sont prêts à noter tout ce qu'elle va dire au cours de sa voyance. Et Anne-Marie ne peut s'empêcher d'avoir un peu peur. C'est alors que Pascale va les faire basculer dans le passé. Je suis dans une rue pavée, montante. On me donne 2 noms. Bourré, Labouré. Je vois une porte cochère en bois, avec une petite cour à l'intérieur. 3 petits immeubles en forme de U. Quand la séance a commencé, tout était un petit peu flou au départ et ça devenait de plus en plus précis. À partir du moment où je commence à me ressentir dans l'époque où je mène cette recherche, j'ai l'impression de faire partie du décor, c'est-à-dire qu'on ne me voit pas mais je suis là, je suis spectateur, je vois les gens bouger, je vois la scène, je suis dans la rue, je bouge, je vais à droite, à gauche, je tourne ma tête, je regarde partout, je me sens vraiment là, présente mes spectateurs. Pascale voit aussi une femme dans une boutique. À l'intérieur de cette boutique, je vois une femme. Cette femme est grande. Elle a un chignon, elle porte un chignon, elle s'appelle Marie. Qui est cette femme? S'agit-il d'une des vies antérieures d'Anne-Marie? Je vois un homme. Est-ce que tu peux nous le décrire? Assez grand, le visage rond. Il est rédacteur en chef, rédacteur d'un journal. Cet homme a des documents sur lui. Je vois que l'on tente de l'assassiner. 2 hommes arrivent derrière lui.
Apparemment, ils veulent prendre ces documents qu'il porte à l'intérieur dans sa veste. Marie de sa boutique assiste à la scène. Elle sort et elle va chercher l'homme. C'était sidérant. En fin de compte, ce qui avait sidéré, je pense, mes amis à ce moment-là, c'était cette profusion de détails, de lieux, d'endroits, de détails. Alors ça, d'ailleurs, mes amis m'ont demandé, mais comment tu fais, d'où tu sors tout ça, en fait? Mais je les vois, je les entends, et puis je visualise comme un film, en fin de compte, comme une bande de film, une scène. Ça va très vite, je vois les détails, ça bouge, les personnages bougent. Ce n'est pas fixe, si vous voulez. Pascal voit que Marie a participé à la Révolution de 1848. C'est en hommage aux révolutionnaires qui sont morts en 1789 qu'elle arbore le bonnet phrygien pour mener son combat. Je la vois un peu jouer un rôle ambigu au niveau de son comportement. Quelqu'un qui connaît des gens très haut placés au gouvernement. On me donne un Marie-François, Marie-Francis. Je ne saurais pas en dire plus sur ce nom, c'est très flou. Et en même temps, je la vois cacher des gens du peuple, des gens en situation illégale, des proscrits. Je vois un livre épais, de couleur rouge, avec inscrit le nom Marie dessus. Ce livre, Pascal sait qu'elle va le retrouver. Et elle obtiendra alors la confirmation de sa voyance. Mais comment s'y prendre? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Anne-Marie, de son côté, est sidérée par la précision du récit de Pascal. Pascal m'avait donné suffisamment de détails, de lieux, descriptions de bâtiments, de couleurs, des noms. Le fait que tous ces détails étaient très liés les uns aux autres, j'avais passé le niveau de l'étonnement. Je veux dire, j'étais étonnée au départ, certes, mais ensuite troublée, et ensuite, disons, à moitié convaincue. Une fois la séance terminée, le premier réflexe est évidemment de demander à Anne-Marie si tout cela lui évoque quelque chose. Je pas réfléchi. Écoute, le seul truc auquel je pense, c'est que dans mon quartier, effectivement, il y a une rue Bourret, mais je sais pas si ça peut servir, ça. Une rue Bourret? Oui. Tu sais, c'est le nom que tu avais cité. Mais oui, c'est le nom que j'ai cité au début de la voyance. C'est pour ça que je te le dis, mais je sais pas s'il y a un rapport. Bien sûr. Ça peut être une piste, on sait. Là, je me suis dit, mais c'est super, ça y est, on est sur la voie, on est les Sherlock Holmes, là. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous investis en fin de compte, même si on n'a pas vu en détail, c'est un travail d'équipe, donc on est tous concernés. Donc ce qu'elle a vu, c'est notre travail. Et ça, c'est important, se sentir solidaire en fin de compte. Malheureusement, Jean-Paul n'a pas pu se rendre au rendez-vous suivant. Mais dès le lendemain, les trois jeunes femmes se précipitent rue Bourret, qui, renseignement pris, se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Elles espèrent bien y trouver la fameuse boutique. Une fois sur place, nos trois détectives sont un peu désemparés. Tout est si différent de ce qu'a décrit Pascal dans sa voyance. Pourtant, une chose concorde. La rue est pavée et montante. Et soudain... Oh, Anne-Marie, regarde. Regarde la boutique. Ça s'appelle Au passé retrouvé, c'était pas ça? Tu crois que c'est ça? J'ai à ce moment-là réalisé que tout ce qu'elle m'avait donné au cours de cette séance était là sous mes yeux. Donc il est bien évident que quand on arrive à ce point d'étonnement, où on a dépassé ce point d'étonnement, on a envie d'en savoir plus. Je veux dire, c'est absolument impossible de ne pas s'engager plus à fond dans cette histoire. Pascal, Louisa et Anne-Marie entrent immédiatement dans la boutique. Et là, elles sont stupéfaites, car des piles et des piles de vieux livres s'entassent. Or, ne viennent-elles pas chercher un livre ancien dans cette boutique? La coïncidence est plus que troublante. Et tandis qu'Anne-Marie se renseigne sur les livres concernant la Révolution de 48, Pascal et Louisa commencent à chercher fébrilement le fameux livre rouge. Il n'était pas évident au départ dans cette boutique que nous allions trouver ce livre. Là, notamment, il y en avait des tas dans tous les sens. À droite, à gauche, en haut, sur des étagères, il y en avait vraiment partout. J'ai décidé à ce moment-là d'insister parce que je me suis dit on n'a pas reconstitué tout un décor, cette boutique, cette rue, etc. pour ne pas trouver ce livre. Alors bien sûr c'était peut-être un peu prétentieux, mais j'étais tellement confiante en moi pour avoir retracé tout ça qu'il fallait qu'on trouve ce livre. Et au bout d'1h30 de recherche, alors que les trois amis s'apprêtent à abandonner, Louisa fait une étrange découverte. Je crois que j'ai trouvé quelque chose.
Tiens, viens voir. Viens voir. Elle est là, ta révolutionnaire. Elle montre à Pascal et Anne-Marie une gravure représentant une révolutionnaire. Le livre est rouge. C'est un livre d'histoire. Et le prénom de l'auteur est Marie. Pascal va alors voir se confirmer dans l'histoire de France tous les détails de sa voyance. Au fil des pages, elle reconnaît le portrait de l'homme qui se faisait attaquer dans sa voyance. Il s'agit de Louis Blanc. Il est en effet rédacteur en chef d'un journal et le livre ajoute précisément qu'un soir, il fut assailli alors qu'il se rendait à son domicile. Il est dit plus loin que Louis Blanc avait comme ami Marie-Françoise Sadi-Carnot, haut personnage du gouvernement. Or, dans sa voyance, Pascal avait capté le prénom Marie-François. On savait qu'on allait trouver quelque chose, qu'on allait trouver un document. Et je veux dire, c'était presque, je dirais pas un soulagement, mais on se dit, ça y est, l'aventure continue parce que ça y est, on a trouvé le fil conducteur. Le livre mentionne que Louis Blanc est enterré au Père-Lachaise. La petite équipe décide de s'y rendre. Cette fois, Jean-Paul est au rendez-vous et Jean-Claude, le mari de Pascal, s'est joint à eux. Pascal essaie tout d'abord de visualiser la tombe. Avec une stèle en hauteur. Sur cette stèle, il y a inscrit le nom Louis Blanc. Je vois également le nom Marie. Et je vois également un texte de 4 à 5 lignes. Pascal a vu que Marie était enterrée avec Louis Blanc, car après qu'elle l'ait sauvé de ses agresseurs, ils ne se sont plus quittés. Pressé de vérifier, il s'engage dans les allées du cimetière. Mais le Père-Lachaise est un vrai labyrinthe et malgré le plan, ils ont du mal à trouver la tombe. Mais un événement très étrange va soudain les alerter. Dans le secteur. C'est ça, je pense. J'ai mal à la tête là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête. Attends. Tu as l'habitude d'avoir mal à la tête comme ça? Pas du tout. J'ai eu des maux de tête absolument très forts et très persistants. Et j'ai pas du tout relié ces problèmes physiques à l'expérience qu'on faisait. Pour moi, c'était est-ce qu'il faisait trop chaud ce jour-là ou est-ce que j'étais fatiguée ce jour-là? C'est ensuite que tout, à nouveau, s'est relié. Mais Pascal a compris. Pour elle, les maux de tête d'Anne-Marie ne sont pas innocents. Ils sont certainement dus au fait que, sans le savoir, Anne-Marie est sans doute près de la tombe où est enterré le corps qu'elle incarnait autrefois. Et en effet, quelques mètres plus loin... Venez voir, j'ai trouvé la tombe. Regardez, c'est exactement comme je l'avais décrypté tout à l'heure. Pour moi, c'était la preuve, mais évidente, que la réincarnation existe. Et je me suis dit, ça laisse trop de questions, trop de choses, si vous voulez, qui se concrétisaient. Toutes les pièces du pulse, comme ça, s'emboîtaient les unes aux autres. Il y avait trop de preuves, trop de choses qui coïncidaient, qui collaient. Si vous voulez, je crois que je n'aurais pas mené une recherche comme ça, avec tant de détails, tant de précision. Je pense que peut-être j'aurais abandonné l'idée ou je n'y aurais pas cru. Mais là, c'était trop de choses qui correspondaient. Tout le monde est stupéfait. Anne-Marie est bouleversée. Tous les détails énoncés par Pascal dans sa voyance ont été vérifiés. Et la preuve est là, devant eux. Est-il possible qu'elle, Anne-Marie Blanc, ait été cette révolutionnaire qui s'appelait Marie? Peut-on avoir une certitude de ce phénomène de la réincarnation? Je pense que c'est toujours une question de croyance. C'est certain qu'il y a des millions, même des milliards de personnes qui croient actuellement dans ce phénomène de vie successive, mais c'est toujours une affaire de croyance. Alors, savoir si on pourra un jour le prouver, notion qui est occidentale au départ, c'est encore un autre problème, mais je pense qu'on ne pourra jamais le prouver. Comme beaucoup de choses concernant la mort, concernant l'au-delà, une preuve absolue n'existera jamais. Des milliards de gens sur notre planète croient en la réincarnation. Cette croyance est à la base de toutes les religions orientales et en Occident, l'idée fait son chemin. Surtout depuis les écrits d'un grand médium du 19e siècle, Allan Kardec, dont la tombe au Père-Lachaise porte l'inscription « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi ». Chacun de nous fait-il vraiment l'expérience de plusieurs vies au fil des temps? La réincarnation touche à l'essence même du mystère de la vie. Difficile en tout cas de